Et bonjour à vous, ici Vinsou de la Zone Ludique, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Rencontre avec, la petite nouvelle rubrique que j'avais lancée il y a un petit moment. Cette fois c'est le deuxième épisode et je suis en très bonne compagnie cette fois, en compagnie de Chrysalide. Coucou Chrysalide. Coucou, J'espère que tu vas. merci de m'avoir invité. Ah bah écoute, c'est moi qui te remercie d'avoir accepté ma petite invitation. Donc on est avec toi le temps d'une petite heure, voire plus ou moins. Ouais. On est là pour parler de toi, de qui tu es et de ce que tu fais. En ce qui me concerne, je t'ai rencontré de manière totalement random, comme on dit, sur Blue Sky. J'ai vu passer de ta part un petit message sur le financement en cours de ton manga. Ça avait l'air sympa, je me suis dit, tiens, on va un petit peu creuser la question. Et du coup, je suis rentré en contact avec toi. Donc, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Eh ben, avec plaisir. Du coup, mon pseudonyme, mon nom de plume, c'est Chrysalide. Je suis une mangaka de 34 ans. Mangaka, il faut savoir que tout le monde ne le sait pas, mais ça signifie que je suis dessinatrice et scénariste de manga. Sinon, on dit un dessinateur de manga ou un scénariste de manga. Voilà, ça c'est vraiment du jargon, mais j'aime bien le préciser à chaque fois. Je suis une mangaka française indépendante. Cela signifie que je ne dépends pas d'une maison d'édition. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est très courant maintenant, les auteurs qui s'auto-éditent. Non pas que les éditeurs ne veuillent pas de nous, comme on aime le faire croire, mais tout simplement parce que on apprécie de garder une liberté dans la création, euh, c'est énormément ça. Et il y a pas longtemps, je ne citerai pas son nom, parce que je pense qu'elle a pas envie d'être citée. J'ai rencontré une autrice qui travaille en freelance avec des maisons d'édition, pas comme auteur, mais sur un autre poste, et qui m'a dit je suis autrice indépendante parce que je connais les maisons d'édition justement. Et cette phrase m'a beaucoup fait rire et du coup j'aime beaucoup la citer pour représenter un peu le monde des indépendants. C'est pas qu'on fuit les maisons d'édition, c'est juste qu'on aime bien, bah, par définition, notre indépendance, notre liberté. Et pour le coup, est-ce Et que le fait de oui. rester indépendant, c'est pour toi quelque chose que tu as voulu dès le début ou est-ce que tu as été par avant en contact avec des maisons d'édition qui t'ont fait des propositions qui t'auraient plus ou moins pas, qui seraient pas allées avec ce que tu aurais voulu? Alors, j'ai eu une fois une proposition de maison d'édition, mais je crois que ce serait une perte de temps d'en parler parce que cette maison d'édition n'était pas sérieuse du tout. Elle était vraiment pas sérieuse. Genre, ils ont voulu me faire signer un contrat alors que le manga dont je te parlais tout à l'heure, il ne comptait que quelques pages et des débuts très boiteux. Enfin, je pense qu'ils avaient faim. Donc c'est pas du tout représentatif. Mais en fait, c'est plus, dans mon cas, c'est plus une histoire d'occasion et de chance qu'une histoire de choix direct. C'est que déjà, on va commencer par le commencement. Mon manga, c'est lui, c'est Never Surrender. Déjà, on va le présenter, hein, on va faire les choses dans l'ordre. Il compte 2 tomes à l'heure actuelle et le tome 3 est actuellement en financement sur Ulule. Il faut savoir que le score actuel sur Ulule est de 136%. C'est-à-dire que mon projet est financé, il l'a été au bout d'une semaine de campagne. Il faut savoir que je vais être en campagne pendant plus d'1 mois. Et donc, il se passe très bien et je suis ravie. Du coup, c'est le financement pour le tome 3. Et c'est un projet qu'à la base, j'avais commencé pendant des études dans une école de BD spécialisée manga. Oui, ça existe. Ça existe et c'était mon projet de fin d'études. Et une fois que j'avais fini mes études et que je savais pas trop quoi faire de ma vie, parce qu'on fait des études comme ça, on sait que la suite va pas être évidente. J'ai un ami qui s'auto-éditait qui m'a proposé de m'aider à auto-éditer mon manga et qui m'a même fait la maquette gratuitement parce qu'il savait que je débutais et que j'avais pas les moyens. Donc c'est encore mon graphiste actuel d'ailleurs et vraiment je le rémunère maintenant. Mais il m'a beaucoup aidé et en fait c'est plus cette occasion, cette opportunité qui a fait que je me suis dirigée vers l'auto-édition. C'est qu'en fait l'auto-édition est littéralement venue à moi. C'est D'accord. plus comme ça que ça s'est passé. Ah c'est quand les flux se joignent naturellement, c'est comme ça que C'est ça, les meilleurs résultats se font, j'ai envie de dire. Du exact. coup, donc on est bien sûr là pour parler en partie de ton manga, que tu es toi-même donc Mhm. autrice. Never Surrender, Ouais, qu'est-ce que c'est? ouais.
Never Surrender, du coup, c'est un manga français indépendant qui est un shonen fantasy. J'aime beaucoup le décrire en disant que c'est un manga fantasy punk. C'est-à-dire que c'est une dérive de la fantasy, c'est vraiment une sous-catégorie où en fait on retrouvera vraiment un côté moins féerique, moins magique qu'on trouve dans la fantasy un peu plus classique, mais quelque chose, c'est pas de la dark fantasy, mais c'est un peu avant, ça a un côté un peu sointant, un peu poussiéreux, un peu rouillé. J'aime en fait qu'il y ait cet aspect un peu, je dirais pas sale parce que c'est un peu méchant, mais c'est pas de la jolie fantasy en fait. Alors, C'est de la fantasy qui saigne un peu. on peut appeler ça de la dark fantasy alors. La dark fantasy, c'est poussé encore plus loin. D'accord. La dark fantasy, pour donner un exemple, est-ce que tu connais le manga Berserk? De nom, je vais pas mentir, de nom. Alors Il est très moi connu. je suis level 41, comme on dit, ma culture mangaka s'arrête à la fin du club Dorothée, donc... D'accord. Alors, pour te donner une idée, Berserk, ça pousse tout à fond, c'est-à-dire que c'est violent, qu'il y a des scènes de toute violence possible explicites, que ce soit du gore, malheureusement des violences sexuelles, des violences psychologiques, mais tout est explicite, tout est montré. Et moi, dans Never Surrender, j'aurais pas dire que c'est plus subtil parce que Berserk est une œuvre incroyable, mais on va dire que du coup, ça fait de Berserk une œuvre moins de 16, moins de 18. Bah, c'est pour public averti. Moi, Never Surrender, il est moins de 11, moins de 12. Parce que je me censure beaucoup, parce que c'est un manga qui plaît beaucoup aux préadolescents et j'aimerais qu'il le reste. Et, Donc c'est pour ça que c'est plus punk que dark. pour ce qui est de la violence dans les mangas, moi j'ai souvent comme exemple, à titre perso, Hokuto no Ken, donc Ken le survivant. Ah oui. Par rapport à Ken le survivant, comment tu situes Berserk et par rapport à Never Surrender, comment tu te situes par rapport aux ces deux-là? Alors, Berserk, c'est tout en haut. Berserk, c'est tout en haut. En fait, pour trouver des œuvres plus violentes que Berserk, faut commencer à aller dans les œuvres plus underground, plus méconnues, dans des catégories dont le gore c'est vraiment la spécialité. Moi, je suis pas public de ça, donc là-dessus je pourrais pas te renseigner. Mais on va dire que dans le manga connu et célèbre, Berserk, il est placé très haut. Hokuto no Ken, alors moi malheureusement Hokuto no Ken, j'ai connu la version censurée VF, donc voilà la très célèbre VF avec cette censure absolument incroyable, unique, légendaire, donc malheureusement j'ai grandi avec celle-là, donc je peux pas trop te dire, je pense que... Ensuite, on m'a dit que Hokuto no Ken non censuré c'est quand même assez violent, donc je pense que Never Surrender se situe avant Hokuto no Ken. Ça aurait pu être une œuvre plus violente vis-à-vis des sujets que j'aborde, parce que Never Surrender, ça parle d'esclavage, ça parle de racisme, ça parle de relations toxiques. Pas pour glamouriser tout ça, hein, bien au contraire, mais pour rappeler que ça existe. Oui, que non, ça existe, que c'est une triste réalité. Le coup d'aborder des sujets un peu sales comme ça, c'est en généralement aussi pas pour en faire l'égide ou autre, mais c'est aussi pour pouvoir le dénoncer d'une manière un peu même romancée. Donc Never Surrender, donc c'est un peu en partie inspiré de Berserk. Et comment t'es venue l'idée de faire de la naissance de Never Surrender? Alors, la naissance... Ça a été un peu, je dirais pas chaotique, mais ça a été un peu poussif parce que quand j'étais en 3e année de mon école de manga, c'était une école franco-japonaise qui s'appelle l'AAA. Malheureusement, elle n'existe plus aujourd'hui. Mais pour l'anecdote, ma professeure Kaori Yoshikawa est la dessinatrice du manga du youtubeur Louis San. Donc s'il y en a qui connaissent le manga Kimen, bah, la dessinatrice Yoshikawa-san, c'était ma prof. Voilà. Pour ceux qui auront la référence. Et donc, quand j'étais en 3e année, on m'avait demandé de préparer un projet comme si j'allais me rendre en maison d'édition. C'était pour me mettre dans le bain, pour me préparer à après l'école. Et sur le coup, j'avais pas d'idée, donc j'ai un peu rassemblé tout ce que j'aimais lire à ce moment-là. À ce moment-là, je lisais beaucoup Hunger Games, donc à la base, je voulais un truc comme ça avec un Battle Royale et tout. Au final, ça a pas du tout, c'est pas du tout ce qui est ressorti. Mais j'avais commencé à creuser l'idée d'un monde dystopique un peu façon Hunger Games, où il y avait une race qui était totalement oppressée par une race supérieure
et qui participaient à des jeux où en fait le résultat c'était de gagner des privilèges dans la société. Enfin les privilèges c'était limite des droits comme se nourrir quoi. Et c'était beaucoup inspiré de Hunger Games, mais également des livres Marche ou crève ou Running Man de Stephen King. Et au final, j'ai totalement laissé tomber cette idée de Battle Royale parce que j'arrivais pas à avoir une idée intéressante, mais j'ai gardé l'idée du peuple oppressé. Et à partir de là, je me suis plus dirigée vers de la fantasy parce que moi j'ai grandi avec Harry Potter et le Seigneur des Anneaux, hein, c'est totalement ma came. Et j'ai créé Never Surrender, qui est un monde de fantasy avec un peuple nommé les Sylvaniens, qui sont totalement oppressés par le peuple humain, et j'ai poussé l'oppression loin. Du coup, qui à la base devait juste être un battle royale où les Sylvaniens gagnaient des gains, c'est devenu un monde totalement un monde totalitaire où les Sylvaniens sont littéralement, et c'est pas une expression, les esclaves des humains. Pour le coup, C'est-à-dire, ils ont... Ouais. Pour le coup, tu fais bien de me parler de Running Man, parce que moi, avec mes rêves de vieux, comme on me dit souvent, c'est un livre que je connais très bien de Stephen King. Mais c'est vrai que j'adore ce livre. C'est totalement un jeu télévisé, hein, ce bouquin. Ouais. C'est vrai que c'est très dur à réadapter ou dans un autre milieu. Donc, t'as un peu pris t'as un peu fait le parti pris de créer un tout nouveau monde, en fait, où en fin de compte, ton manga se passe dans notre monde actuel, même réévalué. Ah, de toute façon, en fait, il faut savoir que c'est ça les enjeux de la fantasy, c'est de créer un monde qui va un peu réévaluer notre société à nous. Quand tu regardes Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, tu trouveras très vite des liens entre c'est marrant, mais le racisme envers telle race, on a un peu ça chez nous aussi quand même. Tout ça, c'est des allégories et des métaphores, c'est le rôle de la fantasy. Donc j'ai vraiment suivi les codes. Et tu as commencé à penser à tout ça à partir de quand dans ta jeunesse et de mangaka que tu as commencé à emmagasiner plein de séries. Je suppose que tu as commencé à lire aussi très, très jeune des choses. À partir de quand tu as commencé à vouloir faire ta propre expérience, ta propre expérimentation de ce que tu emmagasinais? Alors, je pense que comme beaucoup de mangaka et d'artistes de manière générale, j'ai eu plusieurs périodes. J'ai eu la période du « Ah, ce serait cool de faire ça un jour ». Tu sais, un peu le rêve de gamine. Genre là, j'avais 12 ans et j'ai découvert les mangas à 11 ans. Et à 12 ans, j'étais en mode « Un jour, je serai mangaka !» Et on me disait « Ouais, c'est ça, t'es mignonne ». Il faut savoir qu'en plus, en 2002, quand j'avais 12 ans, le manga français, ça n'existait pas. C'est apparu... deuxième partie des années 2000 avec, entre autres, Dreamland de Renaud Le Maire. Entre autres, il y en a d'autres moins connus, mais bon, Dreamland étant actuellement sorti au Japon, je trouve que c'est important d'en parler pour montrer à quel point ça a fait du parcours quand même en 20 ans d'existence, c'est incroyable. Donc là, à ce moment-là, c'était littéralement un rêve pas réalisable, à moins que je m'exporte au Japon, c'était pas possible. Donc au mieux, je pouvais devenir dessinatrice de bande dessinée. Mais avec le lycée, le bac et tout, il y a un peu la réalité qui m'a rattrapée. Je me suis dirigée vers d'autres études. Je m'étais dirigée vers du stylisme de mode. Mais mes études se sont très mal passées et j'ai dû arrêter au bout d'un an. Et là, vraiment, en fait, j'ai raté mes études de styliste, j'ai raté d'autres études dont je parlerai même pas parce que ça a duré quelques mois à chaque fois. Et là, je suis un peu revenue à mon rêve de jeunesse et c'est soit je suis une formation manga, soit je laisse tomber de faire des études, je pars dans la vie active et je prends le premier job qui passe, quoi. Et pour le coup, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est tu as fait allusion 2 fois déjà à des écoles franco-mangaka. Est-ce que pour quelqu'un qui aimerait faire de ça son métier, est-ce que c'est, on va dire, ou techniquement ou facilement entre guillemets possible de faire de son vrai métier de revenu cette activité? Alors, je dirais que les écoles ne sont pas pour tout le monde. D'ailleurs, ce que je trouve un peu triste, c'est que j'ai vu un peu deux teams se dessiner chez les artistes, pas dans le manga, mais les artistes de manière générale. C'est les artistes ultra fiers de cette fait eux-mêmes et les artistes qui sortent d'école. Et je trouve qu'il y a un peu de camps qui se sont créés et je trouve ça totalement idiot. Je sais qu'il y a des personnes comme moi qui ont besoin de cadres,
qui ont besoin d'être formés, qui ont besoin d'avoir dans mon cadre, des sensei, donc des professeurs en japonais. Ça m'aide beaucoup d'apprendre d'autrui. Et il y en a d'autres, beaucoup d'artistes que j'ai rencontrés qui, dû à leur caractère, se font beaucoup eux-mêmes. Et c'est très cool aussi. Et en fait, il n'y a pas mieux que l'autre. Je pense que ça dépend du caractère de chacun et c'est malheureusement triste, ça dépend également des finances de chacun. Parce que la plupart de ces écoles sont privées et c'est un coût. Ça, je vais pas te le cacher. J'avais des camarades d'école qui avaient un travail alimentaire à côté pour payer l'école. J'avais des camarades qui avaient pris un prêt bancaire. Moi, j'ai eu la chance que mes parents financent la formation. Merci à eux infiniment. Mais j'avais des camarades pour qui c'était très compliqué et je connais des gens qui étaient intéressés par mon école qui n'ont pas pu la faire pour des raisons financières. Donc, je vais pas te mentir, il y a quand même une barrière par rapport à ça. Et si on retire le côté financier, je pense que niveau de la personnalité, faire une école d'art de manière générale, c'est pas pour tout le monde. C'est vrai qu'on va pas se mentir, l'argent, ça reste malgré tout le nerf de la guerre, comme on dit, c'est le nerf de Voilà. tout. Là où tu habites, si tu dis à ton banquier, je te paye en manga, je pense qu'il va un peu faire la gueule. Oui. Je pense que je dis à mon proprio, je vous envoie une palette de mangas, vous en faites pas, ça paye le loyer, il va me foutre dehors avec ma copine et mon chien. Hein. Il va te répondre avec un pouce, tu sais, sur... Ouais, voilà, c'est ça, super. Et pour ce qui est, par exemple, si j'aurais une idée de manga avec un petit savoir-faire de dessin, même qui serait pas forcément folichon, que j'envoie mon projet à une école, est-ce que, par exemple, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont très issus de la culture manga qui aimeraient devenir ça aussi, est-ce que j'aurais un retour de ce genre d'école ou est-ce que je devrais plutôt m'adresser à des maisons d'édition ou plutôt me lancer dans l'auto-édition? La question est très vaste là, mais si j'étais en gros un jeune mangaka, que j'aurais ma petite idée de manga dans mon coin, comment selon toi je ferais? Échanger avec d'autres artistes. Échanger avec d'autres artistes, surtout que maintenant les mangakas sont très accessibles, on les trouve sur les réseaux sociaux, on les trouve sur les festivals. Alors, juste, ne pas faire le fameux, parce que ça m'est arrivé pendant un live Twitch, pendant le lancement de mon Ulule, quelqu'un qui arrive sur le live, et à peine bonjour, à peine rien, c'est directement « Hey, j'ai un projet manga, tu veux le dessiner ?» Enfin, voilà, prendre un peu le temps de faire la connaissance de l'artiste avant tout. Mais je sais que moi, ça m'est très souvent arrivé en festival d'échanger avec des personnes, parfois des personnes très jeunes, du genre 12-13 ans, qui sont en mode « J'ai envie d'être mangaka comme toi, comment je fais ?» Et moi, je sais que, bon, parfois, je ne peux pas répondre parce que si je suis en pleine dédicace, etc., je vais dire, je suis désolée, tu peux repasser 10 minutes plus tard. Si j'ai du temps, je serais ravie d'échanger avec cette personne parce que j'ai été à sa place, en plus, à une époque où le manga français n'existait pas et j'étais dans le flou. Mais maintenant, les personnes sont vraiment les mangakas sont vraiment très faciles d'accès. Je dis pas que tous et toutes seront aussi patients que moi pour répondre, mais beaucoup font des vidéos TikTok, beaucoup font des live Twitch où ils répondent aux questions des gens. Moi, je suis très active sur TikTok et je reçois souvent des questions disant comment t'es devenu mangaka, comment t'as sorti ton manga. Et soit je réponds en commentaire, soit je réponds sous forme de vidéo. Donc en fait, grâce aux réseaux sociaux et aux festivals qui sont de plus en plus nombreux, les mangakas français sont devenus très très accessibles et la plupart sont ravis de donner des renseignements. Donc avant de se jeter dans le grand bassin qui fait peur des éditeurs ou de se lancer dans l'auto-édition qui quand même amène à ouvrir une auto-entreprise, et l'auto-entreprise c'est pas rien, vraiment se renseigner auprès de personnes qui font ce travail, comme avec n'importe quel métier en fait. Je viens d'y penser, quand, par exemple, je sais pas, si on veut devenir vétérinaire, avant de s'inscrire en école vétérinaire, on va parler avec des vétérinaires. C'est pareil. Pareil pour le manga. Par exemple, bon, je sais pas du tout d'où tu viens, mais il y a peut-être, par le milieu associatif, des contacts qui peuvent se faire aussi, ne serait-ce que entre jeunes créateurs pour s'auto-aider et même peut-être faire des mangas communs. Alors, moi, je fais pas partie de groupe d'artistes, ou si je fais partie, c'est de manière tacite, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas d'association ou quoi que ce soit. Mais j'ai des amis qui font partie de groupes et d'associations comme ça. Je pense
au groupe French Keys. Je n'en fais pas partie, mais j'ai quelques amis qui en font partie, qui sont tous des mangaka français. Le LUL de l'une d'entre elles vient de se finir. D'ailleurs, c'était Le Témoin du Doute. Il s'est fini hier soir. Donc les associations, je sais que j'en vois souvent des stands en festival. Moi, c'est vrai que vu que ma conjointe est mangaka aussi, j'ai pas forcément le besoin de rejoindre une asso parce que dans ma vie de tous les jours, je suis accompagnée de quelqu'un de ce milieu. Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai très vite rencontré quelqu'un qui était dans ce milieu dès ma sortie de l'école. Donc en fait, c'est vrai que ce soit par les associations ou de manière plus tacite via les rencontres au festival, tu crées un réseau de personnes au final. Des personnes avec qui tu échanges des adresses d'imprimeurs, avec qui tu dis fais gaffe à cet éditeur si tu veux essayer de te faire éditer pas clean, ou alors tu sais telle maison d'édition elle est en recherche de ce type de manga en ce moment, je pense que c'est le moment de tenter ta chance. Ou alors tel festival il va pas, l'organisation elle est pas sécure. Il y a on va dire que les artistes, pas que les mangaka, mais les artistes du milieu français, dans le milieu pop culture, manga, etc., on échange beaucoup entre nous. Et par rapport à ton expérience que tu as fait depuis quelques années que tu es là-dedans, dans le milieu, on va dire, pro, entre guillemets, quelle importance attaches-tu à ce qu'on appelle le réseautage? Donc, c'est-à-dire des gens qui, par exemple, t'ont fait évoluer quand tu étais toute jeune, que tu débutais, et même des gens que toi-même, que tu aides à faire monter depuis peut-être des gens avec qui tu échanges. Alors, je vais dire une phrase qui va être un peu violente et je m'en excuse. Pour moi, un artiste qui arrive et qui dit qu'il se fait tout seul, quand on creuse un peu en général, c'est la blague du siècle. C'est la blague du siècle. Je ne connais personne qui s'est fait tout seul. En général, pour moi, tu sais, c'est un peu ce délire méritocratique à l'américaine, etc. En général, c'est beaucoup, beaucoup de rencontres. D'ailleurs, c'est drôle parce que les très rares artistes que je connais qui sont réellement faits tout seuls, ils s'en vantent pas. Ils s'en vantent pas en général, c'est des personnes très solitaires qui l'ont fait plus parce qu'ils étaient esselés qu'autre chose. Mais vraiment, en fait, il n'y a pas de quoi être fier de s'être fait tout seul parce que notre métier est déjà un métier très solitaire parce que, à moins d'avoir rejoint un atelier ou un groupe de parole sur Discord, un truc comme ça, tu passes tes journées seul sur tes planches ou face à ton ordinateur. Et moi, je sais que ça peut parfois me taper sur le système, ce côté très esselé. Et du coup, je suis ravie de rencontrer des gens. Je suis ravie qu'ils m'offrent des opportunités et que je leur offre des opportunités en retour. Le réseautage, c'est ultra, ultra important. Je dis pas par là qu'il faut devenir le roi des opportunistes et aller faire de la lèche à plus grand que soi. Hein. Je dis juste que j'ai beaucoup de mal à croire à un artiste qui dit qu'il se fait tout seul. Parce que le réseau, ça fait vraiment, vraiment partie du milieu. L'aspect social est très important dans notre métier. Et plus que ça, moi, c'est un aspect que j'apprécie énormément parce qu'il m'a permis de faire des rencontres très intéressantes. J'ai rencontré ma future femme comme ça. À la Japan Expo, j'ai rencontré mes meilleurs amis comme ça. J'ai rencontré des personnes, mais de tous horizons, avec des personnalités incroyables, avec des travaux tous plus inspirants les uns que les autres. Donc même en dehors de l'aspect pratique que je t'ai cité tout à l'heure, j'apprécie également beaucoup l'aspect humain que ça donne. Donc ouais, j'apporte énormément d'importance au réseau personnellement. Donc, en gros, tout seul, on va dire qu'on est déjà fort, mais ensemble, on va plus loin, c'est ça? Je suis d'accord avec ça et du coup d'ailleurs je fuis particulièrement les artistes qui ont tendance à être jaloux et en compétition. Exactement pour ce que tu viens de citer. D'ailleurs pendant ma campagne Ulule, j'ai fait une collaboration avec le Ulule du Témoin du Doute dont je t'ai parlé tout à l'heure qui s'est arrêté hier soir. Où en fait, si une personne participait à nos 2 Ulule, il avait une petite carte imprimée en plus dans son paquet. Parce que je me suis dit, ce Ulule a lieu en même temps que le mien, plutôt que d'être en mode oh là là, si ça se trouve, ça va me prendre des potentiels mécènes, je connaissais un peu la dessinatrice, je suis allée la voir, je lui ai dit hey, ça te dit qu'on fasse une collab et elle a accepté avec plaisir.
Euh, Donc, je voudrais donc voilà, revenir ensemble on sur... est plus fort. Oh, je voudrais revenir à ton manga, donc Never Surrender. On en Ouais, est en ce moment sur Ulule, donc à une campagne financée à plus de 150%, c'est ça? 136 pour l'instant, les 136. 150% c'est la prochaine étape. On en est au volume 3, si je dis pas de bêtises. Ouais, Alors, on c'est va ça. revenir au tout début de ton manga, donc Never Surrender, on a abordé pour l'instant un peu grossièrement les sujets abordés, mais en gros, si j'achète maintenant le tome 1 de Never Surrender, je tombe sur quoi? Si t'achètes le tome 1, Ouais. alors si t'achètes le tome 1, tu tombes sur l'histoire d'un peuple qui s'appelle les Sylvaniens, qui ont pris très très cher. En gros, au moment où notre histoire commence, on est 500 ans après que les Sylvaniens aient été colonisés, réduits en esclavage, massacrés pour les plus résistants. Bref, les Sylvaniens, ce qu'il leur reste, c'est des esclaves, ni plus ni moins. Au mieux, t'es un esclave de luxe. Au pire, t'es de la chair à pâté. Et le peuple sylvanien, vu que ça fait 500 ans que cette situation d'esclave dure de génération en génération, ils se sont un peu fait à cette idée que c'est la condition de leur peuple et que ça ne changera pas. Mais il faut savoir qu'à côté de ça, t'as des groupes rebelles qui se sont formés, t'as encore une croyance qui persiste envers une potentielle liberté. Et de cette croyance est née la légende d'un élu, parce que c'est pas drôle s'il n'y a pas d'élu, qui arriverait, qui libérerait les Sylvaniens et qui les mènerait vers une terre promise loin de tout esclavage. Et c'est génial, cet élu va arriver, mais le problème c'est que la personne qui recevra les pouvoirs d'élu est métisse sylvanienne humaine. Donc moitié oppressé, moitié oppresseur. Et autant te dire que, au niveau de la légitimité pour avoir ce rôle, elle le sent moyen. Il faut savoir que de par son métissage, elle a une vie pourrie de chez pourrie. Elle est déjà dépressive comme pas permis, tout ce que tu veux. Et du coup, on va suivre cette héroïne du nom de Destiani, aussi bien détestée d'un peuple que de l'autre, qui va devoir faire face aussi bien à ses démons intérieurs dus à son passé qu'à sa quête d'élu qui lui a été imposée. Et on va savoir, cette quête d'élu, de Messie en soi, qu'est-ce qu'elle va en faire? Qu'est-ce qu'elle va en faire en fait, avec le bagage qu'elle a déjà derrière elle. Et est-ce que Et ça, c'est ce qu'on va lire. ça, on le sait déjà à la fin du 1, ou on en apprend Oui, plus sur le 2, ou dans le 3, là où Ah on bah en est, oui. dans le développement du lore, on en est où? Alors, pour te donner une idée, le tome 1, c'est donc ce qu'on appelle l'exposition, c'est quand on plante le décor. C'est donc ce que je viens de dire, on apprend que les Sylvaniens, ils sont exploités, on voit à quel point l'empire où se passe notre récit est profondément oppressif et raciste. On découvre notre personnage principal, on la voit devenir cette fameuse élue, et on comprend très vite à quel point son instabilité fait que ce rôle, de premier abord, ne lui va pas. Le tome 2 creuse justement le personnage principal, et pour montrer à quel point la situation d'élus, ça peut être impactant, parce qu'il faut savoir que moi, les histoires d'élus, j'adore ça. Ma série préférée, c'est Buffy contre les vampires. Euh, et justement, j'adore dans Buffy le fait que plus on avance en saison, plus son rôle de tueuse de vampires, sans mauvais jeu de mots, la vampirise. Et j'adore cet Elle aspect de dévore de montrer qu'un l'intérieur. élu... Ouais, voilà, c'est ça, bouffe de l'intérieur. Et j'ai voulu faire une héroïne qui, en fait, dès le début, vit très mal ce rôle. Qui a pas de crescendo, c'est d'entrée de jeu, ce rôle, elle le veut pas. Et, et le tome 3, là, on dézoome un peu du personnage principal, qui jusqu'à présent était principal, pour un peu plus parler de l'univers de manière plus globale. Donc là, il y a beaucoup de lore, le tome 3 est très centré géopolitique. On parle beaucoup de ce fameux empire oppresseur, de la condition des Sylvaniens. Et par exemple, dans les tomes 1 et 2, on voit beaucoup d'esclaves sylvaniens qui vivent tout en bas de l'échelle. Le tome 3 montre des Sylvaniens qui ont une vie un peu plus confortable. Et pour parler un peu du sujet de l'esclavage, bon, l'esclavage, c'est pas bien, qu'on le dise, hein, voilà, il n'y a pas à débattre là-dessus, c'est très mal.
mais de se dire que même dans notre réalité, autant des esclaves en Amérique du Nord, etc., il y avait des esclaves qui avaient des bonnes situations, qui ne voulaient pas perdre leur situation d'esclave. Par rapport à ceux qui étaient encore plus en dessous, c'est ça? Parce qu'ils c'est ça, ils avaient peur d'y perdre, ça s'est vu, et je voulais traiter ça dans Never Surrender, et c'est un des thèmes du tome 3. Et le tome 3 parle vraiment du lore de manière un peu plus générale. On en voit également un peu plus sur les opposants à l'Empire. C'est d'ailleurs pour ça que là actuellement sur mon Ulule, je propose un palier qui est à 150%, où s'il est atteint, je rajoute des pages bonus à la fin du manga où je parle un peu plus de l'univers, de sa politique, de son système, du système d'esclavage des Sylvaniens. Parce que l'esclavage, c'est tout un commerce avec le tristement célèbre commerce triangulaire, une hiérarchie entre les esclaves. Et c'est quelque chose dont j'aimerais beaucoup parler, surtout que les Sylvaniens, c'est une race que j'ai créée. Bon, qui est une allégorie des races qui ont été oppressées, particulièrement... les Sylvaniens, c'est particulièrement une allégorie de ce qui arrivait aux Amérindiens en Amérique du Nord. D'accord. D'ailleurs, Never Surrender s'inspire beaucoup de l'esthétique 19e siècle Amérique du Nord, avec les grandes maisons coloniales, etc. Ça s'inspire beaucoup de cette époque. J'ai dû faire beaucoup de recherches. Je pense que j'y ai laissé une part de mon humanité. Et du coup, ouais, le tome 2 était vraiment très axé sur les personnages et le tome 3 est vraiment plus axé sur ce côté très politique, très système, très le système de l'univers. Voilà. Et tu me disais tout à l'heure que c'était un shonen, donc pour ce qui est de la définition même du shonen, si je dis pas de bêtises, c'est en gros c'est un adolescent qui grandit, qui apprend sur lui-même ou qui apprend des pouvoirs. Je suis pas sûr de la définition. Alors donne-moi ta propre définition du shonen et en quoi ton manga est shonen. Est-ce que donc l'élu apprend des pouvoirs ou est-ce que il se surpasse en lui-même? Est-ce que c'est sociétal? Est-ce que voilà. Alors, ce que tu viens de décrire à l'instant, c'est plutôt le neketsu, on va dire une sous-catégorie. Alors là, je vulgarise de ouf parce que neketsu, c'est pas ma spécialité. Alors, il faut savoir que le shonen, c'est pas une catégorie comme la fantasy, etc. C'est une cible éditoriale. Parce qu'au Japon, ils ont un système de magazines. Et en fait, les magazines visent le genre et l'âge. Et du coup, le shonen, de base, parce que ça a beaucoup changé, était un magazine qui visait les jeunes garçons, donc les préadolescents. D'où le très célèbre Shonen Jump, le magazine de manga le plus connu au monde. Et il y avait également Shonen, des ça veut magazines... dire adolescent, c'est ça? Hein? Shonen, ça veut dire adolescent, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Jeune garçon. Ok. Jeune garçon et shoujo, c'est jeune fille. Ok. Et du coup, c'est en fait et en fait les définitions viennent de ça. C'est-à-dire que j'estime que Never Surrender aurait sa place dans un magazine shonen. Et alors, il faut savoir que la définition du shonen, d'ailleurs, c'est très marrant la définition que tu as donnée tout à l'heure parce que tu as donné la définition du neketsu et dans la tête des gens maintenant, le shonen, c'est ça. Mais il faut savoir que vu que le shonen, c'est une histoire de cible éditoriale, c'est plus complexe que ça. Et ce qu'on m'avait expliqué en école de manga où je recevais l'enseignement d'une sensei qui venait du Japon, qui avait été édité là-bas et tout, c'est que ce qui définissait de son manga, c'est à qui tu t'adressais et du coup les limites que tu avais. Par exemple, on parlait de Berserk tout à l'heure, etc. Dans le shonen, on fait en sorte que le personnage principal puisse soit par ses actes dès le début, soit par ses actes progressifs, apporter un aspect moral à l'histoire. Donc par exemple, il a une conduite morale façon Naruto ou Luffy dès le début, c'est-à-dire il fait un peu le pitre et tout, mais ça reste quelqu'un de juste, de loyal, avec le sens du devoir, etc. Soit c'est quelqu'un qui a commis des choses horribles par le passé, et le manga, ça va être sa rédemption. Ça s'est vu avec Kenshin le Vagabond. Et en fait, c'est ça le shonen, c'est donner des messages qui vont avoir un rôle dans le développement de l'adolescent. Et c'est pour ça que quand on part dans des trucs beaucoup plus sombres avec des héros
à la morale beaucoup plus floue, comme Guts de Berserk, on tombe dans le seinen. Et on a l'équivalent avec le shoujo et le josei. Ou pareil, d'ailleurs le shoujo c'est tout un sujet, c'est passionnant, mais c'est pas le sujet du jour. Ou pareil, si on tombe dans des sujets beaucoup plus flous, qui flirtent avec la moralité, on tombe dans le josei et non plus dans le shoujo. Donc en fait, dans Never Surrender, il y a des thématiques extrêmement sombres qui auraient pu faire de lui un seinen, mais j'ai fait en sorte que l'héroïne, Destiany, se pose des questions sur ce monde qui l'entoure, se pose des questions sur son rôle d'élu, sur la place que ça lui donne dans ce système. Et en fait, via toutes ces questions, pour moi, Never Surrender, c'est un shonen. Il n'est pas un neketsu parce que on n'a pas ce côté qu'on peut retrouver dans le neketsu avec je te choisis comme rival pour me pousser moi-même, pousser mes limites et devenir plus fort. Il n'y a pas du tout ça dans Never Surrender, c'est pas ça. Mais c'est un shonen de par cet aspect. Le personnage se pose des questions vis-à-vis du monde qui l'entoure et sa position restera la plupart du temps morale. Ok, donc il y a beaucoup plus, en fin de compte, de réflexion intérieure et de position sociétale. Il n'y a pas, par exemple, d'évolution de pouvoir ou de naissance de pouvoir ou de ce genre de choses. Alors ça, malheureusement, c'est beaucoup de shonen récents qui ont donné ce côté très cliché du shonen. Je dis pas que les shonen où en fait les pouvoirs arrêtent pas d'augmenter et tout, c'est pas bien. C'est juste que je trouve que on en a eu trop dernièrement et que du coup on passe un peu derrière le côté réflexion morale, sociologique que j'appréciais beaucoup dans les mangas. Et ensuite, parfois, l'évolution d'un pouvoir, ça peut être une allégorie du passage à l'âge adulte, etc. Ça, c'est génial. Mais en fait, parfois, je vois des shonen où c'est tellement en escalade dans le pouvoir que je finis par me demander c'est quoi l'intérêt au bout d'un moment. Au bout d'un moment, ça frôle un peu l'absurde, ou alors je suis peut-être devenue blasée, je sais pas, mais c'est vrai que c'est beaucoup ça qu'on a retenu du shonen, c'est le personnage qui devient toujours plus puissant. Et, et ça, ce n'est qu'une catégorie du shonen, ce n'est pas le shonen dans son ensemble. Bah, par exemple, quand moi j'entends shonen, encore une fois avec mes rêves de vieux, je fais écho à Dragon Ball, Dragon Ball Z, Saint Seiya et Captain Tsubasa, parce que Captain Tsubasa, ça utilise les codes du shonen, même si ça reste Totalement. dans le cadre du foot. Est-ce que je vais retrouver des parallèles à ce genre d'évolution, ou est-ce que je vais trouver voilà, un autre genre d'évolution, même s'il n'y a pas vraiment de pouvoir ou de caméra de plus en plus fort, ou des transformations, etc. Ou même si c'est par des évolutions sociales ou par rapport à cette position d'élu. Alors, il faut savoir que, alors, j'ai découvert que c'était un shonen. Alors pour moi, c'était un shoujo à ma plus grande surprise. L'un des mangas qui a le plus inspiré Never Surrender, c'est Black Butler. Alors Black Butler, j'étais persuadée que c'était un shoujo parce que c'est un autre sujet, mais il a énormément de codes avec le shoujo. Mais il vient d'un magazine qui publie du shonen, donc techniquement, c'en est un. Mais dans Black Butler, ce que j'aime énormément, c'est qu'on n'a pas cette sensation de pouvoir qui grandit, parce qu'on commence avec le personnage de Sébastien, qui est un démon, qui est déjà ultra puissant dès le début. D'entrée de jeu, il est pratiquement imbattable. Et du coup, les questions, ça va pas être de devenir plus fort, mais c'est plutôt des trucs du genre, c'est quoi le danger de se tenir aux côtés de ce démon qui est tout puissant, mais qu'est-ce qui se passe s'il nous l'a fait à l'envers. Il y a d'autres questions qui se posent et j'ai bien aimé jouer avec ça dans Never Surrender parce que l'héroïne, Destiny, quand elle reçoit son pouvoir d'entrée de jeu, il est ultra pété dans le jeu. Son pouvoir, il est ultra balèze. En gros, le pouvoir de Destiny, c'est l'invocation des plantes. Mais en fait, dès la première utilisation de son pouvoir, elle invoque une énorme racine qui... c'est la racine d'un séquoia, quoi. Et ça transperce aussitôt le monstre qui est en face d'elle et ça le tue sur le coup. Donc, dès la première utilisation de son pouvoir, elle est pétée. Mais en revanche, ce que j'ai voulu travailler, c'est, ok, son pouvoir il est balèze d'entrée, ok, il commence pas petit,
Mais autant de pouvoir d'un coup, ça implique quoi? Ça implique qu'elle va devoir le gérer, ce pouvoir. Parce que grand pouvoir, grande responsabilité, tout ça, c'est jusqu'à quel point elle peut puiser sur son pouvoir sans que ça puise sur elle. C'est est-ce que c'est pertinent qu'une personne avec un passé aussi instable et un pouvoir aussi balèze, voilà, est-ce que c'est une bonne idée de donner une Kalachnikov à un dépressif, quoi? J'ai moi-même des soucis de dépression, donc je fais la blague, hein. Donc voilà, c'est un peu ce genre d'idée, donc et ça, je sais pas si ça a un nom, ce trope, si ça a un nom, mais moi je sais que j'ai toujours eu ce sentiment en lisant Black Butler, ce sentiment de d'insécurité du si le démon l'a fait à l'envers, c'est fini. Bah, Ok. typiquement, c'est un peu le même principe que le film, bon, plus ou moins controversé, ça dépend si on aime ou pas, mais Batman Ouais. versus Superman, c'est le principe de qu'est-ce qui se passe si Batman, qui est super fort, invincible, etc., décide de nous la faire à l'envers, comme tu viens de dire. Donc, d'où le combat de Batman qui se retourne contre son allié Superman. Je l'ai pas vu ce film, mais j'avais un ami qui était très très fan de DC qui m'en avait parlé et qui m'avait dépeint ça justement. Mais oui, en fait, ça c'est un thème que j'aime beaucoup parce que c'est vrai que nous, on a beaucoup grandi avec la thématique du pouvoir petit qui devient grand. Mais moi, j'adore la thématique du pouvoir qui est grand dès le début. Mais qu'est-ce que t'en fais? Et pour te donner d'autres exemples. Et en fait, c'est un exemple qu'on peut trouver dans les shonen classiques avec des personnages comme Vegeta dans Dragon Ball, par exemple. Vegeta est puissant dès sa première apparition. C'est un antagoniste. Il passe du côté de Goku. Mais la question qu'on se pose à tout moment, c'est Vegeta, il l'a fait à l'envers. On est mal. Et personnellement, d'ailleurs, les personnages comme Vegeta, ça a toujours été mes personnages préférés parce que justement, j'adore cette sensation de danger constante du si ça nous pète à la gueule, c'est on est mal. Et je joue un peu là-dessus avec Never Surrender, avec vraiment. En fait, Never Surrender, tout est toujours en flux tendu. Il y a toujours cette sensation du est-ce que je peux faire confiance à machin? Est-ce que c'est vraiment une si bonne chose que ce soit elle l'élue alors qu'elle est psychologiquement instable? Si on l'envoie sauver les Sylvaniens, mais qu'elle ne tient pas et que son pouvoir explose, est-ce que ça sera pas pire que si les Sylvaniens restent esclaves? Et en fait, moi, c'est vraiment cette tension que j'adore. Et je me rappelle que quand je lisais Harry Potter, mon préféré, ça a toujours été le 5 parce que c'est le moment où Harry, on prend tellement plein la gueule qu'il y a des moments où on se dit, eh mais en vrai, là, Harry, il y a tellement tout le monde qui se retourne contre lui, il en a tellement marre de tout, qu'il pourrait très bien vriller. Qui pourrait très bien vriller. Et vraiment, c'est des thèmes que j'aime beaucoup. Donc c'est vrai que du coup, c'est marrant, ce thème, je trouve qu'il va un peu à l'inverse du pouvoir grandissant qu'on voit dans beaucoup de shonen, qui est très connu. Et moi, c'est plus ce pouvoir très puissant présent dès le début qui peut péter à tout moment que j'adore. Et ça a l'air d'être une saga qui est quand même assez riche et fournie. Est-ce que ça s'arrête au 3 ou est-ce que tu as déjà prévu des suites? Alors, ce sera une dizaine de tomes. Il faut savoir que dans le milieu de l'auto-édition, 10 tomes, c'est énorme. C'est énorme et je pense que Never Surrender, ce sera ma première et dernière série. En revanche, je fais des one-shots à côté, des one-shots de 20, 30, 60 pages, histoire d'explorer d'autres choses. J'ai publié 2 one-shots sur mes sites Tapastic et Manga Draft. Qui s'appelle Ferrikex et Serment de Vigne, où là c'est plus du Josai, donc du shoujo mature. Et je travaille sur à côté de Never Surrender, je travaille sur Sidera, qui du coup est un one shot de 60 pages, et là c'est plus un récit qui reprend les récits type conte gothique comme on peut voir dans les films de Tim Burton. Parce que bon, avec Never Surrender, je peux pas mettre tout ce que j'aime, parce que sinon, au bout d'un moment, ça aurait plus aucune tranche, ça ressemblerait plus à rien. Bah, c'est Donc, vrai que quand j'essaie on de a me... trop d'idées à mettre dans la même marmite, à la fin, ça finit par être un peu indigeste. Donc voilà, faut savoir un petit Ouais, peu faire le tri des ingrédients et en faire aussi voilà. d'autres œuvres sur. Voilà, c'est ça. Donc, par exemple, je suis une grosse fan de Tim Burton, et ça se ressentira plus dans Sidera, qui est mon projet parallèle actuel.
En tant que lectrice de manga, je suis une grosse consommatrice de Josei, plus que de shonen d'ailleurs, c'est extrêmement drôle. Mes mangas préférés, c'est Nana et Paradise Kiss. Et ça se ressent plus dans Fairy Cakes et Serment de Vigne que je t'ai cité tout à l'heure. Et Never Surrender, c'est plus ma culture jeux vidéo avec les Final Fantasy qui me l'ont inspiré. Et les lectures de romans comme Hunger Games et les Stephen King. Tu me parlais de jeux vidéo, je pense que tu as pas mal d'inspiration aussi du côté des jeux vidéo, parce que bien sûr, bon, moi je suis un très gros joueur de jeux depuis une trentaine d'années, j'ai plein Ouais. de refs dans mes petites créations perso. Quand toi tu penses manga et dans les inspirations, à quoi tu penses comme jeux vidéo qui t'ont principalement marqué? Final Fantasy. Final Fantasy et principalement le 9, le 10. Le 9, énorme inspiration de Never Surrender. Le 9, vraiment. Le 10, c'est mon préféré, mais le 9, je trouve que c'est un des meilleurs Final Fantasy qui ait jamais été fait. Et à ma grande surprise, contrairement à beaucoup de monde, j'ai beaucoup aimé Final Fantasy XV. Il m'a pas mal inspiré aussi, même si j'ai découvert sur le tard. Il a beaucoup de défauts, mais je trouve les personnages très attachants. Et en fait, en termes de dynamique de groupe, de dialogue, je m'inspire beaucoup d'FF15, que je trouve très vivant comme jeu. Mais sinon, vraiment, Final Fantasy, surtout 9 et 10, grandes inspirations. Ensuite, c'est vrai que je joue beaucoup au JRPG. Il y a pas longtemps, j'ai redécouvert Baton Kaitos sur Switch, qui était un jeu GameCube qui a été sorti quand j'étais au collège, que j'adore, Très très grand que jeu. j'adore. Ah, Baton Kaitos, c'est un jeu incroyable et lui, grande inspiration aussi. Euh, j'ai beaucoup joué à Kingdom Hearts aussi. J'ai même donné le nom du personnage principal à mon chien. Pas mal. Voilà, mon chien s'appelle Sora. Et je pense pas que Kingdom Hearts ce soit une inspiration. Là, c'est plus l'aspect vidéo ludique que j'aime parce que je trouve que ce sont des jeux qui défoulent beaucoup. Mais, euh, mais Final Fantasy et Baton Kaitos, grosse inspiration. Récemment, j'ai eu un très gros coup de cœur, pardon, pour Vision of Mana, donc le dernier épisode de la saga Mana. Je sais pas si tu connais, Ah, de près ou de loin, ou... alors, j'avais commencé Secret of Mana il y a très longtemps. Et il faudrait que je reprenne parce que c'était pas une époque où j'avais beaucoup l'occasion de jouer, donc j'ai pas continué ma partie, mais je n'ai eu que cette expérience avec. Ah, d'accord. Si tu devais, à ton niveau de connaissance du milieu du manga, de son industrie, etc., Mhm. pousser un coup de gueule sur l'industrie du manga, un peu occidentale ou même du côté du Japon, qu'est-ce que ce serait en fait? Mon petit coup de gueule. Alors, il y en a plusieurs. Déjà, ce serait du côté du manga français. Alors là, il y a tous les éditeurs qui vont me regarder en fronçant les sourcils. Les gars, si vous regardez cette interview, c'est un conseil. C'est un conseil, ce n'est pas au reproche. Arrêtez de vouloir concurrencer le Japon avec des dessinateurs toujours plus ouf les uns que les autres. J'étais formée par une japonaise. Et clairement, ce qu'on m'a dit, c'est que au Japon, l'histoire prime sur le dessin. Et je crains qu'en France, on ait fait l'inverse. Que on cherche des dessinateurs toujours plus impressionnants, avec les planches les plus ouf qui soient. Et que les histoires, c'est pas qu'elles soient mauvaises, mais que je suis sûre de l'avoir déjà vu ailleurs, quoi. Alors qu'au Japon, il y a des perles comme Mob Psycho 100 qui ne sont arrivées en France que grâce à One Punch Man, alors que Mob Psycho 100, c'est dessiné avec le pied, mais qu'est-ce que le scénario est bien. Et en France, on a la philosophie inverse, et je trouve que c'est très dommage. C'est pas grave aussi votre... Je sais que le marché est saturé et que c'est dur, mais il faut commencer à normaliser le fait que on peut mettre un auteur sur le marché même si son dessin est perfectible. Il va dessiner tous les jours, il va forcément s'améliorer. Mais en revanche, s'il a une idée qu'on a vue nulle part, ultra novatrice, qui a été proposée nulle part, pas même au Japon, même si le dessin est pas ouf, laissez-lui une chance. Et un autre coup de gueule qu'il a est plus dans le milieu du manga, que ce soit japonais, etc. Remettre en place le mature shoujo qu'on avait dans les années 2000, qui était très à la mode avec des œuvres comme les mangas de Kaori Yuki, comme Angel Sanctuary.
Parce que actuellement, je trouve ça extrêmement dommage comme des œuvres comme Black Butler ou Pandora Hearts soient considérées comme des shonen, alors que le cœur de cible, bah, les gars, c'est surtout des meufs qui y vont. Et c'est pas un souci. Je connais plein de potes qui lisent des shonen comme Dragon Ball, Naruto et tout ça, mais je trouve ça un peu hypocrite de dire que Black Butler et Pandora Hearts, c'est des shonen et non pas des shoujo, parce que ça sous-entend que les shoujo, c'est gnangnan, c'est la romance, c'est les fluffleurs, c'est les cuckers, alors que les autrices de shoujo, elles en ont dans le crâne. Et pour moi, en fait, si on classifiait des œuvres comme Black Butler et Pandora Hearts shoujo, on respecterait un peu plus le public shoujo et on arrêterait un peu de le voir comme des meufs cucu qui veulent juste de la romance, et elles ont le droit d'ailleurs de vouloir que de la romance, hein. Et dire que bah, les meufs qui aiment le shoujo, elles peuvent aimer la romance, elles peuvent aimer la bagarre. C'est juste que dans Black Butler et Pandora Hearts, il y aura de la bagarre, mais ça sera plus de la bagarre avec des jolies coiffures, des jolis vêtements, des beaux gosses. C'est ce qui est recherché, et c'est une forme de shoujo. Hmm. Un peu à la K-pop, c'est ça? Ah non, J-pop. Ouais. Tu me parlais du problème des mangas côté francophone, donc on a un problème selon toi sur la surenchère visuelle sur les planches qui seront imprimées, c'est ça? Oh ouais, la surenchère visuelle, en fait, on cherche à faire toujours dans le plus impressionnant. J'ai entendu le terme concurrencer le Japon qui me fait un peu froncer les sourcils. Euh, et, euh, et je pense que on gagnerait à arrêter de vouloir être dans le too much avec des planches toujours plus ouf, toujours plus impressionnantes. Et de toute façon, je pense qu'en France, on a un problème avec la forme et avec la performance de manière générale. Il faut toujours que ce soit toujours plus. Hmm. Je commence à me demander si on n'a pas tellement pris la grosse tête à être deuxième consommateur de manga au monde qu'on a commencé à vouloir à être le top one en fait, hein. Je pense qu'on a un peu pris la grosse tête. Je me rappelle d'un article que j'avais lu sur une presse, c'était il y a une dizaine d'années, donc ça date un peu, sur un coup de gueule des dessinateurs au Japon qui se plaignaient de salaires extrêmement au rabais par rapport au ratio de travail qui leur était demandé. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle ou est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui a évolué depuis ou Moi, je connais aucun auteur de manga qui me dit qu'il vit confortablement, hein. Hmm. Qu'on soit bien clair. Moi, j'ai en auto-édition, ça veut dire que je me verse mon propre salaire. J'ai déjà parlé avec des personnes éditées qui étaient aussi précaires que moi. C'est pas un milieu où t'es bien payé, hein. Ensuite, je pense pas que je vais me faire la porte-parole de ce sujet parce que je ne suis pas éditée. Donc je pense que quelqu'un d'édité pourrait beaucoup mieux parler de ce sujet que moi. Mais bon, ensuite, moi, déjà de base, je suis auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, c'est une situation qui est très souvent précaire de base. On est très peu soutenu par l'État. Enfin, c'est un autre sujet. Bah, tout ce que tu Mais gagnes et ce que tu vends, tu déclares à l'URSSAF et tu payes au passage, quoi. oh là là, alors là, non mais l'URSSAF, c'est notre vampire personnel, hein. Et voilà, c'est ça. Donc en fait, déjà, artiste indépendant et même artiste en maison d'édition, c'est précaire de base. Mais c'est un coup de gueule que j'ai vu être poussé par les auteurs de BD de manière générale, hein. C'est que c'est très mal payé. Rajoute à ça que le milieu du livre est saturé, mais saturé. C'est d'ailleurs. Alors, je vais complètement contredire ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que bon, bah, je suis comme ça. Mais tout à l'heure, je disais, oui, on fait dans la surenchère de forme, etc. Mais c'est lié aussi au fait que le marché est saturé. Bah voilà, c'est l'industrie qui pousse à ça, quoi. C'est l'industrie qui Hmm. pousse à ça également. Il y a tellement de propositions pour si peu d'élus que c'est la crème de la crème de la crème, même la cerise qui est tout en haut de la crème qui ressort. Et ça donne un peu cette impression. Donc c'est vrai que je pousse un coup de gueule sur le fait que j'aimerais qu'on laisse sa chance à des auteurs qui ont des idées, des concepts incroyables, mais qui vont se perfectionner. Mais ma partie rationnelle, je sais que c'est déjà de base que il y a très peu, il y a très peu d'élus pour beaucoup d'appelés, hein. Si par exemple Donc c'est ça. demain il y aurait un gros éditeur, bon j'en citerai aucun parce que déjà j'en connais pas de vraiment gros dans le milieu des mangas, mais si quelqu'un te contacterait en disant je veux faire la suite de Never Surrender, qu'est-ce que tu dirais?
Alors, pas Never Surrender, mais un autre projet. Parce que je pense que Never Surrender, c'est entré dans son ADN que c'est un manga indépendant. Et à moins que la maison d'édition, ce soit la maison d'édition qui me dise, tu gardes tous les droits créatifs. T'es la chef. On n'y touche pas. Alors déjà, je serais un peu en mode, c'est quoi la contrepartie là? C'est quoi le piège? Mais à moins de ça, je trouve que Never Surrender, c'est vraiment dans son code, dans ses codes d'être indépendant, parce que je peux tester énormément de sujets très touchy avec. Et par exemple, Never Surrender est un shonen où dedans il y a un couple homosexuel. Et en plus, c'est un couple homosexuel qui vit caché parce que Never Surrender s'inspire de l'ère victorienne, avec les mêmes codes sur ce sujet. Et en plus, c'est une relation entre son maître et son esclave. Donc, d'autres questions se posent sur la légitimité du couple et à partir de quand il y a consentement aussi. Donc on va dire que Et c'est c'est beaucoup, ouais. deux fois mal vu, quoi, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Et également, c'est un humain et un sylvanien. Donc, ça peut être mal vu parce que pour cette société qui est très oppressive, un couple mixte humain-sylvanien et un couple homosexuel, bah, c'est hors de question. En plus, l'humain a une forte place politique dans ce monde, donc il aurait tout à perdre à ce qu'on découvre sa relation. Et de l'autre côté, on peut se dire, ouais, ok, c'est un amour interdit, c'est beau, mais c'est quand même un couple maître-esclave. Est-ce qu'on peut se demander à partir de quand l'esclave a eu le choix? Est-ce qu'on peut se poser la question? Enfin voilà, tu vois, c'est beaucoup de questions qu'on peut se poser autour de ce couple et je trouve que c'est ça tout l'intérêt. Et, et je sais que c'est un sujet qu'on aurait plus vu dans un seinen. Et moi, je l'ai mis dans un shonen. Et par exemple, je pense qu'un éditeur, et je vous l'aurais compris, c'est ça le pire, aurait pu me dire, cocotte, je te suis pas sur ce coup. Et le pire, c'est que selon la maison d'édition qui défend, il aurait pu avoir eu raison de me dire ça. Et moi, je veux pouvoir garder cette possibilité d'être très touchy dans ce que je montre avec Never Surrender. La seule limite que je me pose, je me la pose moi-même, c'est-à-dire que je fais toujours attention à ce que des personnes de 11-12 ans puissent lire Never Surrender et puissent se dire ok, ça c'est pas bien, etc. et ne pas mettre trop de gore parce qu'ils sont jeunes. Mais en revanche, si un éditeur me dit j'ai lu Never Surrender, c'est incroyable, je veux travailler avec toi, je serai en mode on lance une nouvelle série ensemble. D'accord, donc tu aurais potentiellement d'autres choses à proposer, même d'autres registres, d'autres thèmes, d'autres sujets abordés. Bah, quitte à passer sur un autre projet, je préférais que ce soit littéralement un autre projet, et pourquoi pas un projet en duo avec quelqu'un, avec moi au scénario, l'autre au dessin. Moi juste au scénario, c'est un truc que j'ai essayé une fois sur un one-shot et que j'ai beaucoup aimé. Donc là, tu vois, quitte à ce qu'un éditeur me contacte, je préférerais encore que ce soit pour un nouveau projet, parce que je trouve que Never Surrender, l'indépendance lui va bien. Ça lui scie au teint. Ok, donc la porte n'est pas fermée pour des propositions, quoi, quelque part. Ah oui, hein, c'est franchement, un éditeur vient me voir, je vais lui dire, ok, parlons, échangeons, voyons ce qu'on peut faire. Évidemment que je serais pas fermée. Je suis pas dans mon délire à rester 100% indépendante ad vitam aeternam. Je suis pas fermée à une discussion. Tu me disais en début d'interview que tu faisais tes scénars et tes dessins, et je voudrais aborder le petit côté des dessins. Comment tu dessines? Est-ce que tu fais que du crayonné papier? Est-ce que tu es sur tablette? Est-ce que tu utilises des logiciels? Comment tu avances dans tes dessins? Voilà, la question est encore une fois vaste. Mais... Alors ça, c'est ma petite fierté personnelle. Je suis une mangaka 100% traditionnelle. C'est-à-dire que je fais les crayonnés à la main, j'encre à la main, et en revanche, je mets très longtemps à faire mes planches, ça j'en suis moins fière. Et ce qu'on appelle les trames, donc les nuances de gris qu'on voit dans les mangas, je le fais à la main aussi. Il faut savoir que quand tu fais ça au traditionnel, c'est pas du feutre. C'est une matière autocollante que tu appliques au scalpel sur la planche. Je sais pas si tu as déjà vu faire. Je te laisserai regarder des vidéos après de pose de trame traditionnelle. C'est un travail incroyable. Et on m'a appris à faire ça en école de manga, à faire ça à la main. Et moi, alors il faut savoir que c'est lié à moi aussi. Je suis quelqu'un de très tactile. Je suis quelqu'un de très sensoriel. J'ai besoin de sentir les choses en fait. Et il faut savoir que je sais travailler à l'ordinateur, mais ça me stimule moins et
Bon, bon, on va dire les choses. En fait, j'ai ce qu'on appelle le TDAH. Du coup, j'ai besoin d'être Mhm. constamment stimulée. Et en fait, la tablette ne me stimule pas. Ouais. Et du coup, Never Surrender est C'est entièrement fait à la main. c'est la feuille et ton crayon qui t'auto-stimule en fin de compte et qui te pousse à aller Ouais, plus loin, c'est ça? ouais, voilà, c'est ça. C'est beaucoup lié à mon besoin de sentir les choses. Je suis quelqu'un de très tactile. C'est d'ailleurs pour ça que pendant un moment, j'avais voulu être styliste de mode. C'est parce que j'adorais travailler le tissu. J'adorais cette sensation. Et en fait, il m'arrive de travailler à l'ordinateur, qu'on s'entende. Je suis pas en train de dire ah non mais les traditionnels artistes, on est tellement au-dessus des digital artistes. Ah mais nous, on touche la feuille, on se salit les mains. Non, je suis pas dans ce délire. Il y a pas de souci. Les artistes digiteux, je les admire énormément. Je les vois partout avec leurs tablettes. Je suis impressionnée et je suis impressionnée parce que moi, je ne pourrais pas faire ce qu'ils font. Mais il m'arrive de faire du dessin digital pour l'aspect pratique, surtout pour la couleur. Hmm. Par exemple, la plupart des goodies que j'ai fait dans le cadre du Ulule, la couleur est faite à l'ordinateur. Mais c'est vrai que moi, je suis. D'ailleurs, sur mes réseaux sociaux, je me décris comme ça, je suis une artiste traditionnelle. D'ailleurs, pour ce qui est des paliers, c'est un truc que je vais te demander aussi. Bon, on commence à Oui, arriver à la fin de cette interview. Pour ce ouais. qui est donc des paliers, on en est donc à plus de 100%. Tu avais fixé la somme de base à combien? Et en fin de compte, les autres paliers, ça va aller jusqu'où? Alors, la somme de base, c'était 2 500 euros. 2 500 euros, ça couvre les frais d'impression du manga, les envois, l'impression des premiers goodies et également les premiers versements de salaire au graphiste du projet, parce qu'il faut le rémunérer, lui. Quelqu'un qui Euh, bosse avec toi, hein. et également rémunérer la correctrice des textes et la personne qui a fait les couleurs sur la couverture, parce que pour les couvertures, j'ai démarché un coloriste. Donc voilà, j'ai du monde à rémunérer en plus. Donc, avec les 2500, j'imprime le manga, je l'envoie, j'imprime les premiers goodies promis, et je commence à rémunérer mon équipe. et avec ensuite, l'équipe continuera d'être rémunérée, que même si c'est avec ma trésorerie personnelle, hein, je vais pas leur dire bon bah le Ulule il s'arrête là, vous avez que ça comme thune, tant pis Hmm. pour vous. Et et ensuite il y a les paliers. Le premier palier c'était 125%. On l'a passé et le premier palier c'était d'imprimer ce qu'on appelle un ex libris. Un ex libris en fait c'est une impression sur carte. Voilà, c'est de la carterie. Et Carte là postale, c'est ça, un donc truc comme voilà. ça? Ça peut être du A6, du A5, voire du A4, et là c'était en format A5. Donc là, une première carte a été débloquée. Et le prochain palier, c'est les 150%, où là, je rajoute des cartes, enfin des cartes, non, des pages bonus de lore, le fameux lore dont on parlait tout à l'heure, à la fin du manga. C'est un palier auquel je tiens beaucoup. Et ensuite, il y a encore deux paliers qui sont visibles sur la page Ulule. C'est 175%, où il y a une autre carte à débloquer, qui d'ailleurs fonctionne si on la met à côté de la carte des 125%. Ça fait un dessin entier, les deux ensemble. Et à 200%, il y a une deuxième jaquette. Tu sais, la jaquette, c'est ça sur le manga. C'est cette Mhm. partie-là. Et à 200%, il y a une deuxième jaquette qui sera livrée aux personnes qui ont pris des packs avec goodies, où ce sera une version améliorée du dessin de la couverture. Et à partir de 200%, il y a encore d'autres paliers, mais pour l'instant, je les garde secrets. Ils sont cachés, ok. Ils sont cachés pour l'instant. Tu me parlais tout à l'heure que tu faisais des festivals. C'est vrai que c'est quelque Ouais. chose qui est vachement bien d'être au contact avec les gens, le public, avoir son stand et présenter ce que tu fais. Si on voulait te retrouver, est-ce que tu as des festivals de prévus bientôt? Ce week-end, je suis à la Yaoi Yuricon à Montreuil dans le 93. Ah, ce week-end, Et ok. ce week-end. Ce week-end, ouais. Et la semaine prochaine, je suis à Art to Play à Nantes. Et vu que j'habite à Nantes, c'est littéralement à 20 minutes de chez moi. Ensuite, décembre, je vais plus faire des marchés de Noël. Et ensuite, les festivals de 2024, parce que parfois les festivals, on s'y prend des mois à l'avance. Les festivals de l'année prochaine, c'est pas encore dit. Ah si, j'ai été prise au Geek Ferries. Au Geek Ferries en juin de l'année prochaine. Donc si ça, il y a déjà. Et pour les autres festivals, ça reste à voir. J'ai fait des offres de candidature.
Puis parfois les festivals, ça peut dépendre d'une édition à l'autre. Est-ce qu'il y aura une seconde édition, etc. Enfin, T'étais aux tout un Utopiales il y a bazar. pas longtemps? Non, les Utopiales, ça touche pas trop le manga, donc je n'y vais pas. Ah d'accord, ok. Mais j'aimerais bien y aller en visiteur un jour. Est-ce que tu as déjà une date pour le lancement du tome 4, du coup? Ah non! Oula, non! Non, non, non. Alors, faut savoir que là, la campagne Ulule, c'est pour financer le projet, mais le tome 3, il sort l'année prochaine, hein. D'accord, donc c'est pas encore prévu, échelonné sur le temps, quoi. Non. Non, 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 non. Alors déjà, moi, j'arrive au bout du tome 3, j'y survis, et ensuite, on continue ainsi, hein. Mais en revanche, tu fais bien de demander ça, parce que c'est vrai que quand même, le projet, je l'ai quand même réfléchi dans son ensemble, et Never Surrender, le scénario a été écrit du début à la fin. Ah d'accord, donc t'as déjà la fin, c'est ça? Oui, oui, la fin de Never Surrender est écrite. Je sais comment ça se finit. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un tome sort, je sais où je vais. Donc voilà. Euh, Donc il n'y a pas de date de sortie du tome 4, mais, Enfin, il y a pas mais de en date de revanche... financement du tome 4 en tout cas non plus. Oh non. Non, 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 ça non. De toute façon, là pour l'instant, j'ai que le tome 3 en tête. Et une fois que le Ulule est fini, je pense que je vais un peu rebasculer sur Sidera, mon projet secondaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais là, pour l'instant, mes priorités, c'est de finir mon one-shot actuel, Sidera, et de travailler à fond sur le tome 3 de Never Surrender parce que j'ai encore une centaine de pages à produire du Ah oui. projet. Oui, parce que t'as le scénario écrit, mais pas tous les dessins actuellement, c'est ça? Non, non, j'ai une quarantaine de pages qui a été déjà faite et il m'en reste une centaine. Ok. Est-ce que les tomes 1 et 2 sont trouvables dans le commerce? Dans le commerce, non, parce que ça voudrait dire passer par un distributeur et ça coûte très cher. Mais j'ai une boutique en ligne. J'ai une boutique en ligne avec laquelle je livre régulièrement d'ailleurs. J'ai les festivals, j'en fais en moyenne un par mois. Et les tomes 1 et 2 sont trouvables sur le Ulule qui a lieu actuellement. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'on peut aller sur Ulule et ne prendre que le tome 1 par exemple pour se faire une idée. Ok, bah de toute Donc façon, tu peux... tu m'enverras tous les liens, moi je mettrai tout en description après, donc Ouais, voilà. boutique en ligne, plus vente en physique en festival, donc si on te retrouve. Ouais, c'est ça. Et actuellement, le Ulule. Ok. Et si on Mais voudrait te rentrer en contact avec toi, est-ce que tu as un Discord ou un site internet dédié, mis à part de la boutique en ligne? alors, j'ai une adresse mail pro, j'ai un Discord sur lequel j'ai mes lecteurs qui font leur retour de lecture, je les tiens au courant pour les festivals. Donc, oui, oui, il y a. Puis, il y a mes réseaux sociaux, je suis très, très active sur Instagram et sur TikTok. Je passe de temps en temps sur Facebook, Blue Sky et Twitter. J'utiliserai pas le nouveau nom de Twitter, hein, je suis bornée là-dessus. Et donc je suis très 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 facile à contacter. En général, si je réponds pas, c'est que le message privé, je l'ai pas reçu. Hmm. J'ai pas eu le signalement. Bon, bah j'ai eu du bol sur Blue Sky alors. Alors t'as eu du bol parce que Blue Sky, je n'y allais plus et j'y suis retournée dans le cadre de la campagne Ulule. Mais non, mon compte Blue Sky, il était pratiquement mort quand je l'ai réactivé. Hein. T'as eu de la chance. J'ai eu du bol que tu passes par là en tout cas. Donc bon Voilà. bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses. Bon bah peut-être Ouais, s'arrêter là pour cette interview. À moins que tu aies bah quelque chose carrément. de particulier à rajouter sur où toi, ton manga ou... Bah participe à la campagne Ulule. Ah bah, elle a cours jusqu'à quand d'ailleurs, j'ai oublié de demander. 30 novembre. 30 novembre, donc bon bah ça va, on a encore pas mal de... On a quasiment tout novembre encore pour faire monter tes paliers, donc bon, Voilà, c'est ça. il y a peut-être Voilà, bien c'est ça, moyen. parce que les campagnes Ulule, en fait, c'est ultra. En fait, les artistes, quand ils sont en Ulule, ils en font des caisses, et c'est pas pour rien, parce que si le Ulule marche assez, ça veut dire que l'artiste peut se dégager un bénéfice pour se verser un salaire. Et bah ça, c'est pas du luxe, en fait. Donc actuellement, mon Ulule a dépassé les 100%, c'est-à-dire que le manga va exister, et c'est génial. Mais je continue de pousser la com et d'en parler, déjà pour faire grandir mon lectorat, et aussi dans l'espoir de pouvoir me rémunérer moi-même. Donc voilà, donc si j'ai bien un message à dire, c'est d'aller soutenir le Ulule parce que c'est l'argent c'est l'air de la guerre quoi. On va pas se mentir, tu l'as dit toi-même tout à l'heure.
Bien sûr, jusqu'au dernier jour, bourriner la com et faire monter Ouais. le plus possible les paliers et pour la production du manga, te faire du stock aussi, et puis te permettre d'être un petit peu large aussi pour les prochains projets. Exactement, exactement. En fait, derrière le financement du livre, il y a également plein de choses que parfois même la personne garde secret, comme par exemple la réimpression d'un autre livre. Parce que moi, par exemple, je vais bientôt devoir réimprimer mon tome 1. Et donc voilà, en fait, l'argent fourni par un Ulule, ça peut servir de plein de manières différentes. Moi, ça m'a permis certaines fois de louer des stands sur des festivals qui étaient très très chers. Donc voilà, donc il n'y a jamais trop de participation à Ulule, c'est ce qu'il faut se dire. Les stands, c'est un festival, c'est pas gratuit aussi, on oublie souvent de le Exactement, dire. pas toujours. Parfois ça l'est, mais c'est rare. Qu'est-ce que tu devrais, pour la dernière question que j'aurais à te poser, Mhm. qu'est-ce que tu aurais à dire à un jeune ou une jeune auteur ou autrice de manga qui voudrait se lancer dans son propre manga, qui te pose une question, comment faire pour faire mon propre manga? Alors, je lui dirais une chose. Le jour où tu voudras te lancer dans ta BD, n'attends pas d'être prêt. Tu ne le sauras jamais. Tu le sauras jamais. Il y aura toujours un truc qui sera imparfait, ton niveau de dessin qui sera encore trop bas, ton histoire où il y aura un petit défaut. Au bout d'un moment, on se lance dans le bain et puis on voit. Et aussi commencer avec un petit projet de quelques pages. Pas se dire, je vais faire le nouveau One Piece et je pars sur un projet qui va faire 60 tomes. Non. Non, non, non. Moi, j'ai commencé avec un 4 pages tout claqué au sol. Et c'était très bien comme ça. Et en fait, c'est pour ça que je dis ne pas attendre d'être prêt, parce qu'en fait, c'est à force de faire ces petits projets qu'on le devient. Moi, avant Never Surrender, des one-shots, il y en a eu plein. Je les montre pas parce que le dessin a trop mal vieilli. Mais il y en a eu bien 5 ou 6 des one-shots que je montre pas. Sur lesquels je me suis fait les dents, en fait. Et Bah, peut-être que donc ça, tu peux voilà. le montrer dans le cadre de montrer ton évolution personnelle, peut-être. Ça peut être intéressant pour ceux qui te suivent. J'avais fait une vidéo TikTok comme ça où je me montrais mes premières planches jusqu'à mes planches actuelles. Ensuite, les one-shots dans l'ensemble, je pense que je les montrerai pas parce que les dessins ont vraiment trop mal vieilli, c'est terrible. Mais, euh, mais en revanche, par exemple, je referai pas les premières planches du tome 1 de Never Surrender. Elles ont mal vieilli, mais c'est mon projet principal, ça fait partie du jeu. J'ai commencé en ayant un niveau de dessin qui était très perfectible, et c'est pas grave, j'ai progressé avec le temps. Donc, c'est deux conseils que je dirais, c'est commencer petit, commencer avec des tout petits projets, de voir parfois des projets qui font que quelques cases sur une seule planche. Mhm. Et commencer. Et c'est pas grave si on n'est pas parfait lorsqu'on se lance. C'est avec la pratique que ça vient. Vraiment, c'est deux conseils que je lancerai. Commencer petit et ne pas attendre d'être parfait pour se lancer. Ouais, donc dans l'absolu, pas trop de folie des grandeurs, et puis croire en soi et déjà se lancer, quoi. C'est ça, c'est ça. Ah non, la folie des grandeurs, c'est un coup à se dégoûter. Ok, C'est un coup à se dégoûter parce qu'on n'aura jamais ce qu'on veut. bah écoute, Chrysalide, je te remercie beaucoup pour cet échange qui m'aura appris plein de trucs en tout cas. Ah, je t'en J'espère que prie. cette petite vidéo, je dis ça à chaque fois, ça dure 2 heures, mais ça reste peut-être des petites vidéos pour moi, vous a plu. N'hésitez pas à dire bien sûr ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ils sont là pour ça. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu, pour vous c'est gratuit, pour moi bien sûr ça me donne une force de fou. Pour ce qui est de toi Chrysalide, tu me donneras tous tes liens, je mettrai tout en commentaire, donc si ça vous intéresse de suivre les travaux de Chrysalide, bien sûr, la campagne Ulule, tout ça, ça sera en commentaire. Je vous dis à très bientôt, et puis à très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Merci Chrysalide, et puis à très bientôt tout le monde. Je t'en prie. Tchou tchou. Bye.